Yellowsticker, c'est une agence spécialisée dans la conception d'expériences utilisateurs. Alors, on va dire que notre objectif, d'une manière générale, c'est d'accompagner les marques, les agences et les startups à comprendre leurs besoins en les traduisant en solutions avec eux. Ça veut dire qu'on travaille surtout avec une méthodologie de co-création. Alors, ma mission en tant que concepteur, c'est, je dirais que tout le monde a une histoire à raconter, mais la plupart d'entre nous n'ont pas la capacité à la transmettre à travers des sentiments, des sensations et à la faire vivre. Alors moi, ma mission, c'est de vous aider à raconter votre histoire de la meilleure façon afin de donner à votre public cible une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Alors tout ça avec la méthode UX, qui est, on va dire, notre sujet d'aujourd'hui. Alors dans cette masterclass, on va surtout répondre à 3 questions. C'est quoi l'UX design? Comment faire de l'UX design et pourquoi faire de l'UX design? Alors avant tout, j'aimerais toujours commencer avec une première question. Quel est le point commun entre nous tous? J'aimerais bien avoir en quelque sorte des feedbacks par rapport à cette question. D'une manière, c'est quoi la première des choses qui vous vient à l'esprit? Bon, je vais avancer. Alors, d'une manière générale, le point commun entre nous tous, premièrement, c'est nous sommes tous des humains, ça c'est classique. Deuxièmement, nous vivons tous sur la planète Terre, classique aussi. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que nous avons tous des problèmes. Alors, en tant qu'humain, par exemple, quand on a des problèmes, on cherche automatiquement des solutions. Et quand on parle, par exemple, du business, on parle de 2 types de solutions, soit des produits ou bien des services. OK? Alors, la question qui se pose, bien sûr, les solutions, il y en a plusieurs, mais pourquoi nous utilisons une solution plutôt qu'une autre? Est-ce que vous avez une idée, par exemple? Pourquoi par exemple, en choisissant tel ou bien tel produit, on le choisit dès l'achat, par exemple, jusqu'à l'utilisation et pas un autre produit? Alors, d'une manière générale, prenons un exemple concret. Par exemple, pour un problème qui est le déplacement, par exemple, on a comme solution classique, par exemple, une voiture. OK. Mais si, par exemple, on met le choix entre 2 types de voitures, par exemple, un Dacia, ou une Dacia et une BMW. Qui choisira bien sûr la Dacia et qui choisira la BMW? Alors, d'une manière générale, quand on parle du choix de 2 solutions, par exemple, les gens qui vont choisir la Dacia Logan, d'une manière générale, ils vont la choisir par son aspect pratique, le coût, et bien sûr pour un minimum de charges ou bien de coûts, que ce soit au niveau de la consommation, la réparation et ainsi de suite. Mais pour ce qui concerne, on va dire, la BM, la plupart des gens qui choisiront la BM, c'est pour l'aspect rapidité, l'aspect luxe, l'aspect esthétique et surtout le cercle d'appartenance. Ça veut dire que les gens, par exemple, qui conduisent la BM, c'est pour eux, on est les gens de la BM, par exemple. Mais d'une manière générale, il y a 6 facteurs pour lesquels, on va dire, on choisit une solution. Premièrement, le besoin. On a besoin de quelque chose. Deuxièmement, utilité, ça veut dire il sert à quelque chose. L'utilisabilité, ça veut dire la facilité à utiliser ce produit ou bien cette solution. L'ergonomie, ça veut dire l'aspect confort en fait de l'utilisation, bien de la solution. L'esthétique, là on parle du design émotionnel. Par exemple, imaginez, vous participez à un jeu concours et vous gagnerez le premier prix. OK? Et le premier prix, vous avez le choix bien sûr entre faire le tour du monde et la BMW. Qui choisira la BMW et qui choisira le tour du monde? Le choix, par exemple, on voit ici, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, on va voir que le tour du monde, c'est pas comparable à la BM parce que le tour du monde, c'est une expérience. Mais par rapport à la BM, c'est une possession matérielle. Ça veut dire qu'on a le choix entre une possession matérielle et une expérience. Mais la plupart d'entre ceux qui ont répondu à cette question, ils choisiront bien sûr le tour du monde. Mais d'une manière générale, quand ils expliqueraient pourquoi, parce qu'ils disent le tour du monde c'est plus intéressant, mais la BM, une fois je l'utilise, à un moment donné, bien sûr, je prends l'habitude que j'ai cette BM et ça ne m'apporte pas beaucoup de choses en quelque sorte. Mais le tour du monde, ça reste quelque chose dans le mémoire qui peut être développé par la suite. OK? Mais si par exemple on change en quelque sorte la question, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que la BM ou bien le tour du monde? Alors pour répondre à cette question,
bien sûr, le titre, c'est les expériences nous rendent plus heureux. Pourquoi? Alors, d'après une étude de Van Boven et Gliwice, ce sont deux psychologues en psychologie sociale, ils disent que sur la différence de ressenti entre les achats et possessions matérielles, les utilisateurs se sentent mieux quand ils repensent aux achats expérientiels que possessions matérielles. Pourquoi? Alors, la question pourquoi, on voit que les gens pensent plus souvent à leur expérience passée qu'à leur possession purement matérielle, parce qu'il y a un lien historique, par exemple, il nous rappelle le vieux temps, par exemple, il y a un lien émotionnel avec cette expérience, plus que, on va dire, la possession matérielle. Les expériences s'améliorent avec le temps, pas les possessions matérielles, ça veut dire on peut vivre une expérience et on peut toujours l'améliorer. Ça veut dire je viens de faire une expérience, je peux ensuite l'améliorer plus. Les expériences ont plus de valeur sociale, ça veut dire ça représente un point d'ancrage, ça peut être partagé, ça peut être un point d'ancrage. Les expériences résistent aux comparaisons sociales défavorables par la nature unique d'une expérience. Ça veut dire on peut vivre tous la même expérience, mais ça reste un aspect unique. Par exemple, chacun a sa propre expérience parce qu'elle a été vécue par une seule personne. OK. Alors, le deuxième concept, en fait, si on imagine, par exemple, prends un autre exemple, quand vous imaginez un réveil agréable, vous pensez à quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a, par exemple, la première des choses qui vous vient à l'esprit quand vous imaginez, par exemple, un réveil agréable? Alors, bon, d'une manière générale, quand les personnes répondent à cette question, un réveil agréable, d'une manière générale, ils décrivent en quelque sorte une situation, un état d'esprit, en quelque sorte comme cette image-là. Par exemple, un good mood, en quelque sorte de la motivation, de l'énergie, un contexte en quelque sorte favorable. OK? Mais personne ne pense à ça, un réveil. Ça veut dire, c'est quoi la différence? Quand on parle d'un réveil, c'est un produit. Mais quand on imagine une situation, c'est une expérience, c'est un état. OK? Alors, la question, pour quelle raison un client achète un produit, sachant que dans cet exemple-là, on choisit toujours, ou bien la première des choses sur laquelle on pense, c'est l'expérience et non pas le produit. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Pour quelle raison un client achète un produit? Soit par nécessité, soit par envie. OK, ouais, c'est intéressant. OK, alors d'une manière générale, quand on parle de la réponse de cette question, on met toujours en comparaison les deux, OK? Le produit et l'expérience. Alors, pour moi, le produit est le médiateur de l'expérience. Ça veut dire, d'une manière générale, c'est l'élément clé par lequel on vit cette expérience, en quelque sorte, OK? La deuxième des choses, c'est les produits et les expériences ne sont pas en contradiction. Ça veut dire ils sont complémentaires. Et troisièmement, the secret ingredient, ça veut dire pour se démarquer de la concurrence, il faut penser l'expérience avant le produit. Ça veut dire la plupart des gens, quand on parle de la conception, l'innovation ou bien la création de quelque chose, on parle purement du prototype ou bien de la finalité. Mais on oublie l'expérience, parce que l'expérience, c'est même l'élément clé, c'est le hook, c'est l'élément d'ancrage qui fait que le consommateur ou bien l'utilisateur choisit d'acheter ce produit ou bien d'utiliser ce produit. OK? Alors, comme synthèse, tout service au produit neutre qui n'inspire rien est une opportunité de conception ratée. Ça veut dire s'il n'y a pas un attachement émotionnel, s'il ne dégage rien, c'est une opportunité de conception ratée. OK? Alors, ça, c'est la question clé de ce masterclass. Alors, on sait que le produit, pour le créer, il est facile. Il y a quelqu'un qui va créer ce produit, par exemple une chaise, on va dire un ordinateur, mais ça, c'est un produit. Mais pour l'expérience, comment crée-t-on cette expérience? Comment créer cette expérience d'une manière générale? Alors, pour ce qui me concerne, la réponse à cette question, elle est simple. En un mot, c'est quoi? C'est l'UX design. Alors, qu'est-ce que l'UX design? Alors, l'UX design, tout simplement, c'est l'acronyme de trois mots-clés. User Experience and Design. En français, c'est la conception d'expérience utilisateur. Alors, quand on parle premièrement du design, ce n'est pas la partie esthétique, c'est la partie de problem solving. Parce que design, c'est un verbe en anglais. C'est to design, ça veut dire problem solving, ça veut dire
résoudre des problématiques et des problèmes. Okay? L'user, ça veut dire l'utilisateur, c'est celui qui va utiliser la solution qui a été, on va dire, solvée. Et l'expérience, c'est l'interaction ou bien le résultat d'interaction de l'utilisateur avec ce produit ou bien cette solution. Ça veut dire c'est là où on crée ou bien la naissance de l'expérience. Alors, une petite définition de ce qu'est l'UX design par Carrie Lalman, qui est chercheur en psychologie et cognitive et en UX design. Il dit que l'UX design est un processus de conception méthodique, itératif et centré sur l'humain, visant à façonner des expériences utilisateurs. Ça veut dire, le processus de conception méthodique, ça veut dire que c'est un processus de conception, ça veut dire qu'elle est composée de plusieurs étapes. Deuxièmement, méthodique, ça veut dire qu'elle se base sur des méthodes et de méthodologies de conception. Itératif, ça veut dire que ce n'est pas one shot, ça veut dire qu'il y a l'aspect itératif. Okay? Et centré sur l'humain, ça veut dire le cœur de cette conception, c'est l'humain. Okay? Visant à façonner des expériences utilisateurs, ça veut dire l'output ou bien le résultat, c'est façonner une expérience utilisateur qui vaut la peine d'être vécue. Une deuxième définition, l'UX design consiste par, bien sûr, Guillaume Grenier, qui est aussi docteur en psychologie ergonomique. Et il dit que l'UX design consiste à imaginer, concevoir ou évaluer un produit ou un service afin de le rendre utile, utilisable et stimulant et émotionnellement attrayant. Ça veut dire ici, il décrit en quelque sorte les étapes clés de la conception UX design. Ça veut dire imaginer cela, c'est l'étape de l'idéation. Concevoir, c'est l'étape de prototyping, ça veut dire mettre en forme la solution, et ou évaluer, ça veut dire là le test. C'est l'étape où on teste en quelque sorte notre idée. Bien sûr, dans le but de la rendre utile, ça veut dire que ça sert à quelque chose, et stimulante ou bien émotionnellement attrayante, ça veut dire la finalité clé, c'est pour être engageant, ça veut dire on doit créer ce lien émotionnel avec ce qu'on a créé. Alors, le UX General Goal, d'une manière générale, ou bien l'objectif général de l'UX Design, c'est rendre cette expérience optimale en la pensant avant le produit. Ça veut dire, c'est, comme on a dit avant, c'est que l'expérience doit être créée avant ou bien en la pensant avant le produit. L'un des principes fondamentaux de l'UX Design consiste à intégrer les utilisateurs le plus tôt possible dans le cycle de développement du produit afin de concevoir pour eux et avec eux. Avec ce principe fondamental, on voit que la finalité, c'est premièrement non pas juste de créer un produit ou bien une solution, mais aussi intégrer les utilisateurs finaux avec les concepteurs dans une approche de conception ou bien de méthodologie de travail en co-création. On crée ensemble. Okay? Alors, un petit, en quelque sorte, d'où vient l'UX, un petit rappel historique de l'origine de l'UX Design. Alors, l'origine du terme UX Design, elle a été inventée ou bien il a été dit pour la première fois par Don Norman, qui est, on va dire, psychologue et concepteur cognitif en 1993, lorsqu'il travaillait chez Apple Computer, ça veut dire Apple, afin de couvrir en quelque sorte tous les aspects de l'expérience humaine dans sa globalité. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas juste un terme générique pour regrouper tous les termes de la conception bien de l'expérience utilisateur. Il y avait par exemple des termes comme l'interaction homme-machine, l'utilisabilité, mais il n'y avait pas un élément qui regroupe en quelque sorte tous ces domaines-là et tous ces termes-là. Alors pour cela, il a inventé le terme UX Design. Alors, une des premières définitions de l'UX Design par Laurel Alben, qui est fondateur de Sea Change Design Institute, il dit que l'UX Design, c'est tous les aspects liés à la manière dont les gens utilisent un produit interactif, la sensation du produit dans leurs mains, la compréhension de son fonctionnement, le ressenti durant l'usage, l'accomplissement de leur but, mais également son adéquation avec le contexte global dans lequel ils l'utilisent. Ça veut dire ici, il décrit
et globalement l'expérience on va dire d'un produit ou bien d'une solution dans tous ces niveaux. On va dire la sensation, l'utilisation, on va dire l'output d'une manière générale, c'est l'une des intéressantes définitions de l'UX design ou bien des premières définitions de l'UX design. Ok. Alors la vision d'ensemble sur l'UX design. Alors la question par exemple, j'aimerais bien définir en quelque sorte c'est quoi la vision d'ensemble avant de définir la vision d'ensemble de l'UX design. Alors, la vision d'ensemble, c'est en quelque sorte c'est un mélange entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire on fait face à deux visions et non pas une seule vision. Ok? Alors, par exemple, dans cet exemple-là, on voit par exemple un aperçu d'une scène du film Matrix. Et ça, c'est ce qu'on voit. Mais la réalité derrière, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que, par exemple, même cette scène, elle a été réalisée par des effets spéciaux. OK? Par exemple, pour Simpson, ça, ce qu'on voit, ça, ce qu'on ne voit pas. OK? Alors, et pour l'UX design, est-ce qu'il y a une partie cachée et une partie visible? Bien sûr. Alors, l'UX design, en quelque sorte, c'est un mix des deux parties. La partie visible et la partie invisible, qui ensemble contribuent à l'expérience globale de l'utilisateur. Alors, par exemple, prenons cet exemple de l'iceberg. Notre cher utilisateur, quand il y a juste une partie visible pour lui qui est l'UI design, ça veut dire le design d'interface, c'est ce qu'il voit. Mais la partie cachée, c'est l'UX design en quelque sorte, c'est l'expérience utilisateur et ce qui a été fait derrière pour créer cette interface dans l'ensemble. Alors, on a ici des niveaux, on va dire 4 niveaux invisibles et un seul niveau visible. Alors, le premier niveau qui est la stratégie, en quelque sorte la définition des objectifs de projet, la connaissance et la compréhension des besoins utilisateurs. La deuxième partie qui est le périmètre, en quelque sorte, on spécifie les aspects fonctionnels de la solution, son contenu dans l'ensemble. La troisième étape, c'est la structuration. Là, on s'intéresse en quelque sorte à l'architecture d'information, ça veut dire l'organisation de l'ensemble et la structure de l'information. Et deuxièmement, l'interactivité ou bien le design d'interaction. Et surtout, après cette étape 4, là, on crée la partie visible qui est la surface. Là, on fait appel par exemple à le design UI, le design visuel et le design sensoriel. OK? Alors, tout cela nous montre que l'UX design, c'est une approche globale qui se travaille dans les deux, comme on a vu ici, deux parties, entre une partie visible et une partie invisible. OK? Après, bien sûr, la question qui se pose, c'est tout ça, c'est important, mais comment ça se passe? Alors, comment ça se passe tout ça? Alors, par exemple, quand on voit par exemple un papillon, est-ce que le papillon a été créé comme ça? Par exemple, ça, est-ce que c'est le résultat final ou bien c'est une suite en quelque sorte des étapes? Alors, on va voir que, bien sûr, le papillon, il suit un processus c'est pas de conception, mais d'évolution. OK? Deuxièmement, pour le bébé, pour un être humain, c'est la même chose. Il suit un processus. Et pour ce qui concerne l'UX design, bien sûr, on a aussi un processus. Alors, le processus de conception en général, c'est comme ça. Ce qu'on appelle par exemple le modèle d'après Damien Newman, le squiggle. Le squiggle, c'est en quelque sorte, c'est l'ensemble ou bien l'exemple classique de tout problématique ou tout processus de conception. On commence toujours avec une partie ou bien une phase de recherche. Après, il y a une partie de conception, ça veut dire la concrétisation de ce qui a été, on va dire, compris et cherché. Et après, on a le résultat final. Et on voit dans l'ensemble qu'il y a on va dire, comme le chaos, on va dire, quand on commence, et ça fluidifie à fur et à mesure. C'est notre compréhension, notre purification, en quelque sorte, de la conception. OK? Alors, les processus par étapes. Quand on arrive pour la première fois, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs processus de conception et non pas un. On va voir qu'il y a le processus en 3 étapes, selon IDEO, qui est inspiration, idéation et implémentation. On a aussi le processus en 4 étapes, selon le design council.
Discover, Define, Develop and Deliver. Et par exemple, on a aussi, selon Google, le Design Sprint, qui est un processus de conception en 5 étapes, en une semaine. Et bien sûr, le plus connu, c'est de Design School, le processus de Design Thinking en 5 étapes. Alors, ce qu'il faut garder ou bien ce qu'il faut retenir d'un processus de conception UX Design. Alors, normalement, ou bien globalement, la démarche UX est basée sur un cycle de conception itératif de 5 phases. La planification, l'exploration, l'idéation, génération et l'évaluation. OK? Alors, la planification, d'une manière générale, c'est la définition des objectifs du projet et réflexion sur les outils et ressources à déployer. Bien sûr, chaque étape, pour la concrétiser, pour la travailler, on travaille surtout avec des méthodes on va dire, par exemple, dans ce cas, les méthodes de planification. La réunion de lancement, le kick-off, le benchmark, l'audit de la concurrence et les entretiens avec les parties prenantes. La deuxième étape qui est l'exploration, c'est en quelque sorte comprendre les besoins et problèmes réels des utilisateurs, mais également leur motivation, attitude, sentiments, culture ou encore leur expérience intérieure. Alors en quelque sorte, dans cette étape, on va s'intéresser à comprendre en quelque sorte tout ce qui concerne l'utilisateur ou bien la cible de notre solution, son modèle mental et l'expérience actuelle. Et pour faire ça, on a des méthodes d'exploration comme l'entretien individuel, le focus group, l'observation et le questionnaire. Alors, concernant la troisième étape qui est l'idéation, en quelque sorte, c'est la synthèse de la phase d'exploration, c'est defining, et la transformation des idées ou bien des données utilisateurs en une multitude d'idées et de solutions de conception. C'est là où on va grouper le tout et le définir et créer quelque chose on va dire, de valable pour répondre à leurs besoins et leurs problèmes. Alors, et pour faire ça, on a des méthodes comme le brainstorming, la carte d'idéation, le persona et l'expérience map. Et la quatrième étape, qui est la génération, bien le prototypage, c'est transformer les idées produites en cours de la phase d'idéation sous une forme tangible, souvent des maquettes et des prototypes. Des méthodes, par exemple, comme la proposition de valeur, le storyboard, le user flow et le maquettage. Et la dernière étape qui est l'évaluation ou bien le test, c'est tout simplement confronter les utilisateurs aux solutions créées en phase de génération. Et bien sûr, pour faire ça, pour tester la solution, on a des tests utilisateurs, les A/B testing, eye tracking et l'audit d'accessibilité. Tout ça, bien sûr, comment créer ou comment faire de l'UX design. Et bien sûr, tout ça est intéressant, mais la question fondamentale et même clé, est-ce que ça en vaut la peine, on va dire, de travailler avec cette méthode? Alors, Amazon. Amazon, comme vous savez, c'est une plateforme d'e-commerce le plus connu d'aujourd'hui. Et bien sûr, elle n'a pas été créée comme ça dès le premier jour en fait. Et bien sûr, le titre de ce problème et la solution, le bouton qui a coûté à Amazon 300 millions. Par exemple, on va voir dans ce cas-là comment un problème minime qui peut générer, on va dire, une multitude ou bien par un effet cumulé à l'ensemble de problèmes. Par exemple, d'un point de vue utilisateur, ceux qui utilisent par exemple Amazon dans cette époque-là, lorsqu'un client régulier commande un produit, il est nécessaire d'une manière constante de s'identifier avec son adresse mail et son mot de passe pour passer à l'étape de paiement. Okay? Le résultat généré, c'est beaucoup d'internautes abandonnent à cette étape car ils n'ont pas envie de créer un compte pour faire leur achat ou bien ils oublient l'adresse mail ou le mot de passe qu'ils utilisent pour s'identifier à leur compte. Ça, c'est classique. Et d'un point de vue entreprise, Amazon, le problème généré après, on va dire, les utilisateurs, cet arrêt dans le processus d'achat, soudain et brutal, engendre énormément de frustration. Amazon a donc analysé cet emboutillage dans un tunnel d'achat pour se rendre compte que, comme résultat, 75% des internautes ne complètent pas leur acte d'achat, 45% des clients avaient enregistré plusieurs identifiants et de mots de passe dans leur système et surtout plus de demandes de mots de passe oubliés, qui a été, on va dire, un chiffre énorme qui est plus de 160 000
par jour. Imaginons, on va dire, ce flux. Alors après, comme solution, qu'est-ce qu'il a fait Amazon? Alors l'équipe de design a résolu le problème en remplaçant tout simplement le bouton s'identifier par continuer en mettant en place un message suivant. Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour effectuer des achats sur notre site. Cliquez simplement sur continuer pour passer à la caisse. Pour faire bien sûr vos futurs achats encore plus vite, vous pouvez créer un compte lors de votre commande. OK? Alors vous pouvez me dire, bon, ce n'est pas grand-chose, mais on va voir en quelque sorte l'impact de ce changement minime de remplacer, on va dire, un bouton par un autre. Alors, plus de 45% de taux de conversion comme résultat, plus de 15 millions d'achats supplémentaires le premier mois et 300 millions de ventes la première année. Alors là, on voit qu'un seul bouton ou bien un changement minime qui peut générer 300 millions de ventes supplémentaires. OK? Alors, la question suivante, c'est pourquoi investir dans l'UX design? On a vu comment ça marche, c'est quoi, est-ce qu'il vaut la peine on va dire, d'investir dans cette approche? Mais la question qui suit, c'est pourquoi investir dans l'UX design? Alors, comme il dit Dr. Ralph Speed, qui est le CEO de Jaguar Land Rover, if you think that good design is expensive, you should look at the cost of bad design. Tout simplement. On va dire que la plupart des gens, ils cherchent en fait la gratuité ou bien le coût bas. Mais en quelque sorte, ils ne pensent pas en quelque sorte que le design ou bien la conception qui a été faite est déjà bas aussi. Alors, on va voir ici l'impact d'une mauvaise conception UX. Alors, on va voir que d'après les recherches, 62 milliards de pertes annuelles en raison d'un service client médiocre. 70% des clients abandonnent leur achat en raison d'une mauvaise expérience utilisateur. Et ce qui est, d'un point de vue technique, la correction d'erreurs est 30 fois plus chère pour un développeur qu'un UX design. Pour ce qui concerne le résultat d'une bonne conception UX, on va voir qu'un seul dollar investi dans la conception d'expérience utilisateur générera un retour sur investissement de 30 à 100 dollars d'une manière générale. Et bien sûr, d'une manière basique, des clients satisfaits vont parler à 10 personnes de leur expérience. Alors, le retour sur investissement et les KPI. Alors, d'un point de vue performance, on va voir que moins de nombre d'erreurs utilisateurs, plus de facilité d'utilisation, plus de facilité d'apprentissage et plus de conversion des utilisateurs existants. Conservation des utilisateurs existants. D'un point de vue charge, on va voir que moins de coûts et de temps de développement, moins de coûts de maintenance et moins de coûts de publicité et de support. D'un point de vue visibilité, on va voir que de plus de nouveaux utilisateurs et plus de découverte de la solution. Et surtout, la base de tout business qui est la crédibilité et la transparence, on va voir que plus de confiance et de satisfaction et plus de nombre de référents. Alors, pour conclure, la conception ou bien les concepteurs d'expérience utilisateur travaillent sur l'interaction avec un produit ou un service avant qu'il soit acheté, quand il est utilisé, après avoir été utilisé. Ça veut dire que les concepteurs ou bien les UX designers, ils travaillent sur les 3 temps de l'expérience utilisateur et non pas juste un seul temps. Okay? D'une manière générale, l'UX, c'est une démarche scientifique qui englobe de nombreuses disciplines, qui est la psychologie, la sociologie, l'accessibilité, l'ergonomie, l'architecture d'information et le design. Et l'UX design, ça reste une démarche innovante, ça veut dire une façon nouvelle et différente d'aborder les problèmes. Évaluative, ça veut dire qu'il remet en question les méthodes de travail traditionnelles. Perturbateur, ça veut dire qu'il bouleverse les perspectives habituelles de pensée de projet, on va dire les méthodologies de travail classiques. Et pragmatique, révèle la façon dont les choses sont vécues par les utilisateurs. Alors, la dernière des choses qu'il faut retenir de l'UX design, tout simplement, c'est premièrement comprendre les besoins des utilisateurs, concevoir des solutions qui répondent à ces besoins, faire participer les utilisateurs dans le processus de conception,
conduire des tests avec les utilisateurs et surtout modifier la conception itérativement tant que les utilisateurs ne sont pas satisfaits. C'est bon? OK, merci.